Bonjour Marc Lenné, Bonjour. je vous reçois aujourd'hui pour une émission internet qui s'appelle Raconte-moi la scène. On est sur le plateau de la grande salle du Théâtre des Célestins, dans le décor du spectacle En travers de sa gorge, dont c'était la première hier soir. Je tiens à préciser qu'on se connaît un petit peu, que normalement on se tutoie, mais par respect pour le public, en fait, on va essayer de conserver le vouvoiement le plus longtemps Très bien. possible. Je ne suis pas sûr de tenir, mais Non, c'est possible qu'on ne tienne pas, mais on verra bien comment ça se passe. Donc, vous êtes né en 1976, à Paris, dans le 14e. Vous avez fait les Arts Déco, à Paris. à Paris aussi. Et depuis le début de votre carrière, vous avez signé plus de 80 scénographies, une vingtaine de mises en scène, écrit 11 pièces que vous avez adaptées vous-même pour la scène, et la moitié de celles-ci au cours des 3 dernières années, qui est la date à laquelle vous rentrez à la Comédie de Valence. Oui. Vous savez, les requins, quand ils arrêtent de nager, ils meurent. Ah oui. Est-ce que si vous arrêtez de créer, ça va plus très bien? Je pense, après je ne suis pas sûr que la comparaison avec le requin soit la plus judicieuse et la plus pertinente et la plus élogieuse, mais non, effectivement, j'ai un rapport au travail anxieux et boulimique, c'est-à-dire que je suis très incapable de rester sans me projeter dans un spectacle ou dans une autre d'ailleurs entreprise artistique, puisque j'essaye, depuis que j'ai commencé ce métier, de diversifier le plus possible, évidemment, mon approche de la scène, mais aussi les champs disciplinaires dans lesquels j'aime expérimenter. Pardon, je suis un peu embêté pour cette histoire de requin, du coup. Ah non, pas du tout. Bah, non, c'est très bien. Après, ça, pour filer la métaphore du requin, ce qu'on peut dire quand même, et c'est intéressant de le nommer, parce que c'est une chose que je pense que les gens ne mesurent pas forcément, c'est que le secteur théâtral, le milieu théâtral, est un secteur très concurrentiel, comme le reste des métiers et de ce qui comme ça constitue notre société. Et donc, mais j'espère malgré tout être plutôt quelle comparaison je pourrais trouver, un poisson, ces petits poissons qui se collent sur les requins pour les guider, c'est ça, non? Les requins sont aveugles, les poissons pilotes, voilà. C'est vraiment la nécessité de créer, en fait, et qui me semblait assez vitale pour toi, pour vous. Non, mais c'est vrai. Mais encore une fois, non, je plaisantais sur la notion de requin, parce que, effectivement, pour contredire ce que je viens d'énoncer sur le secteur théâtral, je trouve qu'on reste malgré tout un lieu presque protégé, une réserve, où la réflexion, le sensible, la convivialité reste au cœur de nos préoccupations. Donc en ce sens, je préférais juste plaisanter sur cette comparaison. On va en reparler un petit peu de ce que tu viens de décrire, puisque tu as pris tes fonctions en tant que co-directeur de la Comédie de Valence en pleine crise Covid. Mais d'abord, je te propose de nous recentrer un petit peu sur le spectacle. Donc on est dans le décor de En travers de sa gorge, un spectacle dont vous signez la mise en scène, l'écriture et la scénographie. Je fais le pitch, vous vous en chargez. Je veux bien l'entendre. Ok. Je corrigerai Ouais. si besoin. Ok. Donc, c'est l'histoire, avant tout, d'une réalisatrice, Marianne Liedgens, qui habite une maison dans le Vercors. Elle est parisienne, mais pour écrire, elle semble chercher refuge entre ces deux destinations. Et son mari va disparaître du jour au lendemain, dans des conditions, dans des circonstances étranges. Quelque temps plus tard, il va réapparaître sous les formes d'un artiste médiumnique qui va débouler dans la vie de Marianne et qui s'exprime avec la voix de son mari, peut-être défunt. À partir de là, leur relation va évoluer et je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler. Est-ce que tu es OK avec ce que je viens de raconter? Oui, tout à fait. Peut-être qu'on peut préciser qu'elle est en train d'écrire une variation de Faust de Goethe, parce que c'est, mine de rien, le modèle qui structure ma pièce et la dramaturgie. C'est-à-dire que, enfin, ça, faut pas trop spoiler non plus, effectivement, mais malgré tout, les événements qui ponctuent mon histoire sont inspirés de façon assez éloignée, malgré tout, mais de l'histoire de Faust, ouais. Non, c'est un bon résumé. Il faut dire aussi que ce projet s'inscrit dans un cycle
de création que j'ai voulu inaugurer en arrivant à la Comédie de Valence, donc dont tu le disais, à la tête de la Comédie de Valence. Pour moi, c'était devenir directeur de théâtre. C'était évidemment, on en parlera, mais rencontrer un public, travailler sur un territoire, mais aussi en tant qu'artiste, c'était la possibilité de ne pas réfléchir au projet, mais d'inscrire mon travail d'auteur, notamment, dans la durée, et dans la durée du premier mandat. C'était un peu l'objectif que je m'étais fixé. Un premier mandat dure 3 ans et demi, on va dire, et donc je voulais proposer au public valentinois, mais aussi au public donc, national, 3 créations qui formeraient un cycle, encore une fois, c'est-à-dire pas forcément ça n'a rien à voir avec la série, parce que c'est 3 créations qui sont véritablement autonomes, que les spectateurs peuvent découvrir indépendamment donc, des 2 autres propositions. Mais j'avais envie comme ça que de pouvoir créer des échos, de pouvoir faire apparaître et disparaître des personnages qu'on retrouverait d'un volet à l'autre. Et ça, c'est vraiment ce qu'offre la temporalité de la direction. Donc d'un centre dramatique national. Je peux préciser aussi ce que c'est, parce que les gens ne sont pas forcément avertis. Un centre dramatique national, c'est une maison de création, une maison de production, et elles sont donc dirigées, c'est la spécificité de ces lieux, par des artistes. Ça existe depuis, on va dire, l'après-guerre, enfin non, c'est la décentralisation, ça a bientôt 80 ans maintenant, donc c'est des outils de création pour des artistes absolument géniaux. Et donc, effectivement, cette trilogie, alors si je ne me trompe pas, on a une première création in situ qui s'appelle Entre vos mains. Non, Sous nos yeux. Sous nos yeux. Le premier volet s'appelait Sous nos yeux. Il racontait la disparition d'un homme, Luca Mallory, qu'on retrouve dans cette pièce, et qui laisse mais c'est un personnage secondaire dans le premier volet, sa femme, cinéaste, donc éplorée et perplexe et stupéfaite par cette disparition dans sa maison du Vercors. Et donc dans ce premier volet, on va rencontrer les derniers témoins qui ont vu ce personnage juste avant qu'il ne disparaisse définitivement. Et dans l'idée de travailler sur le territoire de Valence, j'ai proposé à des amateurs d'être les co-auteurs de cette nouvelle fantastique que je voulais écrire, qui se déploiera, je vais l'expliquer après, dans la ville même. Et ils se sont donc, ces amateurs, inventé un double fictionnel, et ils ont inventé le récit de cette rencontre avec ce personnage juste avant sa disparition. Et je me suis amusé ensuite à relier tous ces témoignages pour essayer de proposer presque une enquête policière, quoi, qui trouve une forme de résolution, une résolution fantastique, que je ne vais pas spoiler non plus, mais enfin on peut dire que ça a à voir avec les réalités parallèles. Et donc ce travail d'écriture que j'ai pu mener en arrivant à Valence en tant que directeur avec des amateurs, c'est ensuite donc déployé sur les murs de la ville, puisque c'est une espèce de roman graphique, parcours-exposition qu'on a voulu inventer, donc une forme assez hybride. Différentes étapes, voilà, exactement, identifiées en ville. Tous les lieux de la rencontre de cet homme sont représentés exactement de manière très réaliste par Stéphane Zimmerli, qui est un de nos artistes associés dessinateurs. Et donc je superpose des dessins de la ville à la ville elle-même, dans un espèce de jeu étrange de miroir et presque de vision cubiste de cette ville, toujours avec cette idée que c'est une forme de réalité parallèle qu'on déploie. Alors, c'est presque un projet de réalité augmentée, mais low-tech, quoi, avec du dessin et des spectateurs qui doivent lire un texte. Toujours présent actuellement dans la ville ? Non, on l'a fait exister 2 saisons de suite, et en général plutôt au printemps et à l'été pour permettre aux spectateurs de faire cette visite sans être glacés ou trempés par la pluie. Petite question à propos de cette installation et du parcours. Est-ce que on a un petit lien avec ce parcours et quelque chose qu'on voit dans la pièce en travers de sa gorge ? Puisque dans la pièce, on va parler des dernières déambulations, justement, on trouve des textes qui ont lieu avec des adresses. Est-ce que c'est raccord avec ça ? C'est très bref, mais effectivement, à un moment donné, la caméra panote sur le bureau de Marianne, et elle a étalé sur son bureau une carte de la ville de Valence où elle a pu, comme ça, montrer, entourer les différents lieux où on a vu Luca Mallory avant sa disparition. Ils correspondent exactement, effectivement, au lieu du premier épisode. J'ai fait la réflexion hier pendant. Oui, absolument. Mais encore une fois, je pense que ça n'a manqué à personne de ne pas avoir vu sous nos yeux. C'était important pour moi. Ce qui est joli en tant que spectateur, c'est
plutôt effectivement de faire le montage entre les deux histoires quand on a eu la possibilité de voir les deux. Et donc il y aura normalement un troisième volet, je dis normalement parce que c'est en cours de production. Donc on a des partenariats, etc., mais on initiera ce troisième volet que si on a réussi à réunir les partenaires qui nous permettent comme ça de partager les coûts de production de cette proposition, qui sera à nouveau une proposition hybride, pas à proprement parler un spectacle. Alors vous l'avez dit, En travers de sa gorge, on découvre un personnage qui est un artiste médiumnique, un artiste dont la particularité est qu'il prétend, alors est-ce que c'est une supercherie ou non, c'est tout l'enjeu de la pièce, il prétend être possédé par des artistes disparus pour accomplir une œuvre qu'ils n'ont pas pu achever de leur vivant. Il s'inscrit donc dans effectivement une tradition d'artiste spirit qui date plutôt de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et je trouvais assez passionnant cette idée qu'au fond, un artiste n'est qu'un passeur, qu'il est possédé par un esprit et qu'il s'exprime, que cet esprit s'exprime à travers lui. Et donc, dans le troisième volet de cette trilogie, l'idée est de proposer aux spectateurs de découvrir dans l'espace d'une galerie la rétrospective posthume de l'œuvre de cet artiste médiumnique qui s'appelle Mehdi El Amrani. Galerie, donc, là aussi je spoil, mais le dernier acte, le dernier chapitre En travers de sa gorge se passe sur le toit d'une galerie. Et donc, dans mon idée, je prolonge comme ça, je fais exister un espace dans le troisième volet qui serait cette galerie, où Melissa Lynch, donc une curatrice états-unienne, mais qui serait plutôt là comme un guide, ferait visiter un groupe de 30 spectateurs une exposition, comme ça, nous faisant découvrir les travaux de Mehdi El Amrani. Et en revanche, la petite particularité du projet, c'est qu'il s'appelle Entre vos mains parce que c'est un projet collectif. J'en ai pas parlé, mais à la Comédie de Valence, j'ai réuni un groupe, un ensemble artistique pluridisciplinaire, avec des gens qui viennent donc de la musique et de la littérature. Bertrand Belin en fait partie, il est sur scène. Marie-Sophie Ferdan fait partie pour le jeu de cet ensemble artistique, mais il y a aussi Alice Diop, la cinéaste fameuse, Alice Zeniter, romancière, voilà, que certains sans doute connaissent. Non, moi j'étais son scénographe, mais non, Alice. Non, elle fait, on coproduit ses spectacles, mais non, elle est. Ah oui, en fait, elle est à la Comédie de Valence. Elle porte un projet qui s'appelle La Bande des mots, qui est un projet de lecture musicale. Donc, en ce sens, elle est très impliquée dans la vie de la Comédie de Valence. Enfin, bref, il y en a d'autres, Éric Minkion-Castin, Stéphane Zimmerli à nouveau, Penda Diouf, voilà, je dois en oublier là. Mais ils sont 6, je crois que je les ai tous cités. Mais en revanche, l'idée, c'est de proposer à ces artistes, là encore, comme je l'avais fait avec les amateurs, de s'inventer un double fictionnel, qui serait donc un artiste disparu, qui aurait pris possession de Mehdi El Amrani pour produire une œuvre. Dans le champ donc, du cinéma, de la musique, de la littérature romanesque, du poème ou poème dramatique pour Penda, de l'art graphique ou de l'art plastique pour Stéphane, et aussi pour l'art plastique ou l'art chorégraphique pour Éric Minkion-Castin. Donc il y a comme ça une forme de cohérence, et l'idée c'est d'achever mon premier mandat à la tête de la Comédie de Valence avec cette œuvre, mais qui encore une fois est une œuvre assez ambitieuse, hors format, puisqu'il s'agit de créer un espace assez conséquent pour des groupes de 30 spectateurs qui tourneraient donc de 18 à 23 heures sur un grand plateau. Économiquement et scénographiquement, c'est quand même un projet ambitieux. Donc, j'espère qu'on arrivera à le monter. Peut-être aussi que sa forme évoluera en fonction des moyens qu'on arrivera à réunir. Mais c'est un projet que j'ai trouvé super intéressant à plein d'endroits. J'ai plein de questions à te poser. Je vais quand même en profiter pour dire que, en ayant vu le spectacle et en ayant conscience que ça s'inscrit dans une trilogie, c'est super agréable de voir les petits caméos, en fait, les petits easter eggs qui sont par-ci par-là, qui font des rappels aux deux autres spectacles. Et ça m'amène à parler, je dirais, j'ai évidemment pas vu toute votre œuvre, mais bon, j'ai pu voir Nostalgia Express, Nos paysages mineurs, En travers de sa gorge, et je trouve qu'il y a dans votre travail une grande accessibilité. Donc on est sur du théâtre contemporain, ce qui peut parfois faire peur au public ou au spectateur qui ne connaît pas. C'est extrêmement accessible, c'est très agréable, et en même temps, c'est extrêmement généreux, puisque, par exemple, cette trilogie-là, elle arrive, c'est vraiment un tout. On peut aller prendre des choses dans les premiers spectacles, les retrouver ici, et
c'est super quand on est spectateur de dire « Ah oui, ça je l'ai vu », et tout. Donc ça c'est très agréable. Est-ce que cette notion d'accessibilité tout de suite pour le public, c'est quelque chose qui est important pour vous dans votre travail? Ouais, je crois. Après, je pense d'ailleurs que je ne serais pas directeur de théâtre si je n'avais pas ce désir aussi de réunir dans une salle le plus grand nombre de spectateurs. Il y a, au fond, si je devais comme ça m'inscrire dans un courant ou dans une tradition théâtrale, j'espère faire partie de ce qu'on appelle le théâtre populaire, exigeant et artistiquement, comment dire, à la fois sensible et pointu, je crois, parce que je crois que les formes que je propose, en tout cas, tant dans leur construction dramaturgique que dans leur aspect plastique, et technique, sont malgré tout à la fois exigeantes et contemporaines, mais de manière affirmée. C'est-à-dire que à aucun moment donné, pour le coup, je m'inscris dans une tradition d'un théâtre classique, même si j'adore ça. Hein. Je veux dire, je ne porte pas de jugement. Là, c'est vraiment un endroit tout à fait personnel. Je ne fais pas de théâtre de très tôt. Je pense au fond qu'on n'invente jamais rien au théâtre. C'est vrai, c'est un art qu'on pourrait qualifier d'archaïque, ou voilà. Mais néanmoins, je m'amuse à piocher dans ce que les techniques contemporaines, tant pour la vidéo, la lumière, la technique, mais aussi les esthétiques contemporaines, notamment les arts plastiques, donc, nous proposent, pour fabriquer malgré tout des formes qui, j'espère, sont assez inédites. Voilà. Mais je dis ça très modestement, hein, parce que je pense vraiment, encore une fois, qu'on n'invente jamais vraiment quoi que ce soit. C'est raccord avec la notion d'artiste qui passe, en fait. Qui est avec le rapport à l'air du temps. Exactement. Voilà, oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que mais encore une fois, le moyen de quitter une zone un peu aussi, comment dire, ambiguë ou suspecte de l'air du temps, qui serait d'être un peu mode ou comme ça, c'est précisément, pour moi, hein, de raconter des histoires. C'est-à-dire que même si dans la forme, j'emprunte à ce qui se fait de plus arty, on va dire, j'emprunte, ou en tout cas, ça me traverse. La vidéo, notamment. La vidéo, mais même, il y a une forme d'ironie dans la mise en place du décor, là, ce tapis de danse gris avec un rocher hyper réaliste posé dessus. Enfin, d'une manière générale, il y a quelque chose qui se dénonce en permanence dans mon travail scénographique, qui révèle en permanence son caractère factice, artificiel. D'ailleurs, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est effectivement, c'est à la fois sans doute propre au théâtre, mais propre aussi à, on va dire, un art contemporain qui est sans doute déjà dépassé, d'ailleurs, qui est celui avec lequel je me suis formé, mais qui avait déployé une certaine forme d'humour. Quant à ce qu'il proposait, ou en tout cas de distance, l'humour étant pas forcément le mot le plus juste. Mais donc, ce qui je crois, me permet de réunir le plus grand nombre, c'est la fable, mon goût pour la fable, et mon désir de raconter des histoires, alors après, je pense que j'arrive avec ce spectacle à la fin d'un cycle, qui était un cycle qui a trouvé son point le plus exacerbé avec Nostalgia Express, c'est-à-dire qu'une espèce de goût pour l'enchâssement des récits, pour le rebondissement permanent, pour les twists, etc. Ça m'amusait beaucoup. Vous commencerez avec quel travail, par exemple? Oh, c'est dès mes premiers spectacles, il y a ce goût. Même mes deux premiers spectacles sont des commandes d'un auteur qui s'appelle Mike Kenny, mais ça travaillait sur la logique du rêve ou sur les cauchemars, pour le dire vite, et la peur du noir. Donc il y avait quand même ce goût pour, d'une manière générale, les récits enchâssés, le trouble entre la fiction et la réalité. Ça fonde, je veux dire, c'est pour des raisons d'ailleurs finalement, je pense, assez autobiographiques, parce que j'ai grandi avec des parents écrivains, donc je pense que la question de la place que pouvaient prendre les fictions qu'ils écrivaient dans nos vies était assez, dans nos vies quotidiennes, je veux dire, était assez importante. Mais donc, depuis le début, j'ai ce goût pour presque une approche scénaristique. Là encore, c'est sans doute l'air du temps. C'est-à-dire qu'il y a, je veux dire, en tant qu'artiste, je commence
carrière de metteur en scène et d'auteur-metteur en scène avec l'avènement des séries, qui crée quand même un rapport à la fable nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, c'est très dur de voir un film pour la plupart des spectateurs parce que c'est trop court, parce qu'on n'a plus le sens de l'ellipse, parce qu'on a des récits qui se déploient sur 8 heures et qu'on a appris à apprécier de la sorte. Donc, voilà. Alors, quand je dis que c'est la fin d'un cycle, c'est que là, je crois que j'arrive... c'est plutôt mon rapport à l'étrangeté, au fantastique. C'est-à-dire que je crois que je suis en train aujourd'hui d'avoir envie de me coltiner le réel, ou en tout cas... Enfin, c'est drôle d'ailleurs, parce que là, c'était intéressant. Je pense qu'il est charnière, ce spectacle, parce qu'il se passe dans le Vercors, dans le lieu... C'est la première fois où je me concentrais sur un lieu que je découvrais, en l'occurrence, mais que j'allais habiter. Mes précédentes créations étaient souvent... se déployaient ou dans, on va dire, des contextes plus ou moins inspirés de contextes états-uniens, mais non situés, comme Hunter, mais qui portait pourtant un titre d'ailleurs anglais. Souvent, mes créations avant portaient des titres en anglais. Oui, j'ai pu te demander si c'est parce que tu parlais pas français. Mais... Non, je pense que c'était une volonté d'échapper à mon quotidien et de m'éloigner pour pouvoir raconter mes histoires. Donc Vanishing Point qui se passe au Québec, Memories from the Missing Room qui était en anglais pour le coup et qui se passait dans un espèce de motel états-unien. Splénorama. Alors Splénorama, c'est ambigu parce que justement, Splénorama, on ne saurait pas très bien dire où ça pourrait être. Pour être tout à fait franc, moi je le situais à Saint-Étienne, donc ou à Clermont, voilà, dans une ville un peu moyenne comme ça et parfois. Climat, il peut faire froid, quoi. Voilà, mais au fond, ça aurait pu se passer à Londres, dans la banlieue de Londres, ou effectivement, après, il s'appelle Laurent, Lucas, etc. Donc c'était quand même assez. Et là, maintenant, j'ai entamé un nouveau cycle avec Nos paysages mineurs et bientôt en finir avec leur histoire, qui est plus directement lié à mon histoire personnelle et au pays que j'habite. Pour autant, il y a, enfin bon, je ne vais pas me permettre de juger, mais j'ai trouvé une grande cohérence entre Nostalgia Express, En travers de sa gorge et Nos paysages mineurs. Quand on les voit, on est sur cette, que ce soit pour l'esthétique, avec la cabine de train, avec ta manière de travailler, votre manière de travailler, mais aussi entre Nos paysages mineurs et En travers de sa gorge, on a dans les deux cas un couple. Moi personnellement, j'ai trouvé presque un petit peu désagréable au départ. Les hommes, en tout cas, sont un côté un petit peu hautain, un petit peu pédant, très professoral. Les deux sont professeurs en même temps. Et la grande différence, je trouve, dans Nos paysages mineurs, au départ, l'homme a la maîtrise. C'est lui qui va créer la rencontre. Alors que En travers de sa gorge, on a un renversement, puisque finalement, les hommes sont un peu à la merci de Marianne, je crois. À la merci, je ne sais pas, mais c'est intéressant. Effectivement, en tout cas, Nos paysages mineurs, que j'espère les spectateurs des Célestins, que j'espère donc qu'ils pourront le découvrir. Nos paysages mineurs racontent le parcours d'émancipation d'une femme dans les années 60-70. Une femme issue, on va dire, à l'époque, on appelait ça des classes prolétaires. C'est un mot qui a, je pense, toujours le mot prolétaire a toujours une forme de pertinence. Cette jeune femme rencontre un professeur de philosophie, issu, lui, de la grande bourgeoisie parisienne, qui va lui donner accès, effectivement, de façon un peu comme ça verticale, à la littérature, la poésie et la philosophie. Et donc, lui permettre, par l'accès au langage, tout simplement, et à la fabrication, grâce aux mots, d'une pensée propre, qui va lui permettre de s'émanciper. Simplement, elle va vite se rendre compte que le cadre de cette émancipation, c'est lui qui l'a fixé, qu'il ne supporte pas qu'elle le déborde. Et donc, je raconte comment cette femme s'arrache, comme ça, au pouvoir de cet homme. Et effectivement, il y a un rapport inversé En travers de sa gorge, puisque c'est l'histoire d'un homme qui est lui-même toujours professeur de philosophie, non, mais de lettres, à l'université de lettres, et spécialiste d'un poète lettriste, donc c'est dire que c'est quand même un type assez pointu, quoi, brillant, mais qui effectivement est cette fois-ci, comment dire, oui, dans un rapport de domination inversée, en tout cas financière, c'est-à-dire que sa femme est une artiste célèbre, donc elle a comme ça cette forme de pouvoir, sans doute, qu'accorde la notoriété. Elle a des moyens plus grands que ceux d'un professeur d'université. Et donc, elle le loge, et on sent bien que, je crois, de manière très délicate, parce que c'est un type qui, évidemment, est
n'a pas cet orgueil mal placé, enfin du moins il l'imagine, on sent bien que malgré tout, vivre sous la coupe de sa femme, ça quelque part, ça creuse des galeries en lui. Effectivement. Ouais. Pardon. Non, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, il y a cette inversion, c'est-à-dire que il y a quand même aussi, je réfléchis, j'ai depuis peu 47 ans, on ne peut pas être comme ça, se couper de ce qui anime et de ce qui agite la société aujourd'hui. Il y a quand même la prise de conscience d'une forme de patriarcat. C'est cyclique, hein, puisque précisément, il en est question. C'est pour ça que j'ai écrit Nos paysages mineurs. C'était déjà le cas dans les années 70, mais de patriarcat dominant. Et il s'agit, pour moi, à titre évidemment intime, mais aussi donc en tant qu'auteur, de réfléchir à cette forme de déconstruction nécessaire, mais aussi des conséquences qu'elle peut avoir sur des personnages, en l'occurrence. Voilà. C'est l'une de vos caractéristiques, je trouve, c'est à travers différentes interviews, vous parlez de dénonciation, à la fois des positions dominantes qu'il y a dans les couples et qui rendent les relations, pour vous citer, mortifères, Ouais. et à la fois la dénonciation à travers ce processus technique. Vous utilisez beaucoup la vidéo, vous dites que, de votre emploi de la vidéo qu'il est brechtien. Et c'est aussi une forme... Alors je me suis demandé si c'était parce que la vidéo c'est très à la mode en ce moment, dans les spectacles. Pour autant, vous en faites un usage que j'ai trouvé assez unique. Et ayant vu le spectacle, je me suis pris plusieurs fois à être complètement fasciné par le film qui était en train de se dérouler devant moi. Et parfois, c'était très agréable de revenir, notamment de voir la présence de Lucas Mallory, interprété par Bertrand Belin, puisqu'il est volontairement toujours hors cadre de ce qu'on voit au film, à l'écran, pardon. Et voilà. Oui, alors, en fait, c'est, pour synthétiser, c'est la notion de ce que je dis, c'est brechtien, c'est-à-dire que, d'ailleurs, je pense qu'un spécialiste de Brecht bondirait en m'entendant simplifier comme ça un rapport au théâtre. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, je dénonce la technique. Je mets une forme de distance et je permets au spectateur d'être finalement le véritable metteur en scène ou réalisateur du film qu'on tourne sous ses yeux. Parce qu'il voit tout. Parce qu'il voit tout, parce que simultanément il voit l'image donc fabriquée, et j'espère plutôt pas trop mal, sans avoir quand même le degré de technicité du cinéma, bien sûr, mais bon. Et il voit aussi simultanément comment elle est bricolée, fabriquée au plateau, avec un ventilateur qu'un technicien vient poser, un travelling assumé, etc. Et donc, ce qui m'intéresse, au fond, c'est la troisième image, c'est-à-dire celle qui se forme dans l'esprit du spectateur, celle qu'il va lui-même constituer à partir du montage des deux images que je propose au plateau. Et effectivement, l'usage de la vidéo, il est générationnel, hein. Je veux dire, on est quelques-uns à la Comédie de Valence. Il y a Cyril Teste, qui est un immense metteur en scène, qui est vraiment de ma génération. On s'est rencontrés quand j'étais étudiant aux Arts Déco, il était au conservatoire, qui a fait un usage comme ça aussi extrêmement précis de la vidéo. Je pense qu'on a été, toute cette génération, on a été marqué par les mêmes spectacles, ceux de Castorf, ceux d'Ivo Van Hove, qui ont été les premiers comme ça à s'emparer de l'outil vidéo avec chacun à leur endroit d'ailleurs, parce que chez Castorf, c'était le cadre vidéo était sans arrêt menacé par le débordement du théâtre, par les hurlements de l'acteur, alors que chez Ivo Van Hove, effectivement, il y a quand même le cadre a tendance à concentrer le jeu et à se rapprocher, même si ça reste évidemment et éminemment du théâtre, d'un jeu plus cinématographique. Et donc, la particularité de mon travail, c'est là où je suis encore le seul à le fabriquer comme ça, c'est que dans Travers de sa gorge, d'ailleurs c'est la première fois que ce n'est pas le cas, mais je me sers de caméra motorisée, c'est-à-dire que l'outil technique est assumé à vue, mais il n'a pas de manipulateur, il n'y a pas d'opérateur. Et à mon sens, c'est ce qui permet d'oublier complètement la présence de ces caméras. À partir du moment où on voit un technicien ou une technicienne se saisir de la caméra et se intégrer comme ça, cette présence humaine étrangère doit être pensée dramaturgiquement. Ça nous ramène tout de suite à l'écran, en fait. Voilà.
alors, ça, c'est une vraie question. Faudrait que J'ai l'impression, parce qu'on a souvent envie de dire, alors, est-ce que c'est ce qu'on voit ? Et, Ah oui, je comprends. et ça crée une spécificité dans votre travail. Je me suis fait la réflexion hier en regardant. Je me suis dit, oh là là, on dirait un plan séquence, puisque la caméra ne s'arrête jamais, Ouais, j'entends. en 3 parties, et malgré tout avec des changements de plan. Donc il y a quelque chose qui est un peu antinomique par rapport au cinéma, mais qui est assez étonnant. Alors, c'est intéressant la notion de plan séquence, parce qu'effectivement, c'est pas du tout un plan séquence, il y a du montage en direct, il y a 2 ou 3 caméras qui filment en permanence les acteurs, et donc il y a effectivement un Baptiste Klein qui est créateur de la quasi-totalité de mes spectacles en ce qui concerne la vidéo, monte en direct, selon une grammaire qu'on a évidemment établie en répétition, hein, les plans qu'on tourne sous les yeux des spectateurs. Après, là où la notion de plan séquence, elle est très juste, elle vaut pour le jeu des comédiens. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont, eux, dans une continuité propre au théâtre, mais une continuité qui n'est pas... ils ne font pas du théâtre, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont filmés en permanence, et ils savent aussi, même s'ils n'ont pas conscience forcément de tous les plans qu'on fabrique, évidemment, ils ont conscience que c'est leur mouvement, leur réplique, qui permettent ce montage. Je m'explique, souvent, par exemple, je demande, et c'est en ce sens que c'est assez théâtral, aux acteurs d'exagérer un tout petit peu un mouvement, parce que ça me permet de faire un raccord mouvement en plan et ça guide le montage, exactement. Donc, en ce sens, ils sont très conscients de produire le film qu'on fabrique à partir de ce qu'ils jouent sous nos yeux. Voilà. Okay. J'ai apporté un petit sac, vous l'avez remarqué, avec un petit cadeau. Je pense que c'est le moment de vous l'offrir. Alors, c'est un cadeau personnel. D'accord. Parce que sinon, on est dans le détournement de fonds publics, hein, puisque le Théâtre des Célestins, c'est quand même du théâtre public. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je connais l'auteur, mais je n'ai pas lu Donc, il s'agit d'un Ciel radieux par Jiro Taniguchi. Et le pitch, c'est donc un accident de la route entre un père de famille qui rentre en camionnette et un jeune garçon de 17 ans qui est en mobilette. Il tombe dans le coma et le père de famille va se réveiller dans le corps du jeune garçon. Donc je me suis dit que c'était assez cohérent avec le spectacle. Absolument. En travers de sa gorge. Je ne le connaissais pas, mais tout d'un coup, là, en vous entendant raconter l'histoire, je me demande si on n'en a pas parlé, effectivement, après coup. On m'a parlé de plusieurs bandes dessinées, d'ailleurs, qui traitaient de ce thème de l'incarnation, ou de l'absence aussi à soi-même. C'est-à-dire qu'un des enjeux, quand même, effectivement, de la pièce, c'est de dire que Mehdi, quand il est possédé par le fantôme ou l'esprit de Luca Mallory, sa vie lui est volée et il commet, avec son corps commet un certain nombre d'actions sans qu'il soit capable d'y faire quoi que ce soit. Et il y a un livre qui s'appelle « Les jours qui disparaissent » ou quelque chose comme ça, dont on m'a parlé, mais que j'ai parcouru. Mais en fait, je suis souvent, quand je travaille sur une histoire, là je pourrais le lire, mais quand je travaille sur une histoire, je suis très... oui, c'est-à-dire que il y a toujours... toutes les histoires ont été écrites, et sans doute mieux que je ne saurais le faire. Mais pour que cette histoire soit véritablement la mienne, j'ai tendance à ne pas chercher à m'inspirer d'histoires qui travaillent sur un thème ou un sujet commun. Mais là, je serais très content de le lire. Je vais le poser là. Et le spectacle est terminé, il vit sa vie. Je ne pourrais plus y changer grand-chose, qui sait, mais voilà. Pour revenir un petit peu au spectacle, c'est le début de la tournée à Lyon, ou ça tourne depuis combien de temps et ça s'arrête quand? Alors, c'est une question piège. Non, c'est pas une question piège. C'est un spectacle qui a été créé l'année dernière, donc en septembre dernier à la Comédie de Valence, qui a connu une petite vie de tournée depuis, qui a tourné notamment à Tours et à Vannes et à Grenoble, à la MC2, et enfin voilà, et il reprend donc une seconde série de dates, là, à l'automne, en commençant par les Célestins. On avait le sentiment d'une première parce qu'on ne l'avait pas joué depuis très longtemps hier. Et ensuite, il va tourner à nouveau au printemps, et notamment, il aura une semaine d'exploitation, un peu plus, 10 jours d'exploitation à Paris, au Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées. Mais c'est une tournée
très en pointillé, comme ça. C'est lié à un contexte. Là, alors après, je ne suis pas sûr que ça intéresse particulièrement le public, mais on vit depuis l'après-pandémie quand même une forme d'embouteillage. Il y a énormément de créations qui ont été... et on en paye, entre guillemets, encore aujourd'hui les conséquences. Il y a une forme de surproduction actuelle. Des rendez-vous qui auraient dû avoir lieu, qui n'ont pas eu lieu. Qui se sont décalés jusqu'à 2 ans. Mais là, ça y est, on a fini d'honorer tout ça. Mais donc, le fait que la tournée se décale d'autant, c'est les conséquences de ça. Mais c'est pas grave, d'ailleurs, c'est très bien. Mais c'est intéressant aussi parce que le spectacle évolue. Il y a des grandes ellipses comme ça. Et donc, il y a des choses qui se déposent mystérieusement chez les acteurs. Et quand on retrouve ces personnages-là, forcément, ils sont légèrement différents qu'un an avant. Et c'est plutôt passionnant à découvrir. Alors, c'est des nuances, mais bon, le théâtre n'est fait que de nuances, sinon... On a beaucoup parlé du spectacle, on a beaucoup parlé de théâtre. J'aimerais avoir maintenant le point de vue du directeur de la Comédie de Valence. C'est donc du théâtre public, du théâtre subventionné. Ouais. Vous êtes quelqu'un de généreux avec les habitants de Valence. Vous essayez de les impliquer. Et j'avais une question du coup, par rapport à cette trilogie qui est donc hors les murs. Est-ce que ce sont les conditions sanitaires qui ont fait qu'il a fallu sortir du théâtre ou non, pas, Non. Vous aviez déjà ce projet au départ? Oui. Après, j'ai quand même ma formation de plasticien m'invite à expérimenter des formes hors des plateaux. C'est-à-dire que le plateau, j'essaie toujours d'inventer, en tout cas, encore une fois, quand je dis inventer, je voudrais rester modeste. Je n'invente rien. J'invente pour moi, j'expérimente pour moi. C'est-à-dire des choses que je n'ai jamais eu la chance ou l'occasion de faire. Et en revanche, depuis toujours, je me suis autorisé, c'était déjà le cas en compagnie, des formes non théâtrales, des formes plasticiennes, qui se trouvent effectivement, en général, dialoguer avec un contexte, avec le in situ, quoi. C'est des formes in situ. Donc, dès le début, je savais que j'avais envie de travailler sur les murs de la ville, de superposer au mur de cette ville à la fois des dessins et une histoire. Et effectivement, en revanche, ça répondait aussi à des contraintes sanitaires, puisqu'on ne pouvait plus accueillir du public dans les théâtres. Est-ce que, en tant que directeur, co-directeur de la Comédie de Valence, je ne sais pas comment vous placez avec Claire. Alors, j'ai pas relevé tout à l'heure, mais effectivement, je suis directeur et elle est directrice adjointe. Okay. Mais dans les faits, en fait, le statut ne permet pas d'avoir une codirection qui ne soit pas une codirection artistique. Okay. Et comme je suis l'artiste dans notre binôme et qu'elle est... enfin bon, elle a un regard extrêmement sensible, elle travaille sur la production, la programmation, l'administration avec moi et avec l'équipe. Donc elle est directrice adjointe et je suis directeur. Et je me demandais s'il y a un challenge sur la notion de jauge. On crée un projet artistique, si personne ne vient, est-ce que c'est forcément un échec? Et l'inverse, est-ce que si tout ce qu'on prépare est un succès, ça veut dire que c'est vraiment une réussite artistique? Non, bien sûr pas. Alors, le théâtre public a longtemps été justement suspecté de se couper de son public. Et c'est des questions qui nous animent, un directeur, c'est-à-dire de dire, autrefois on faisait des longues séries avec des salles donc, qui étaient beaucoup moins pleines. Alors les séries pour le public, ça veut dire combien de temps un spectacle va rester au même endroit. Et notamment dans les salles parisiennes, aujourd'hui, la durée, un spectacle qui joue 10 jours à Paris, c'est formidable. Ouais. Alors qu'autrefois, on parlait de séries d'un mois et demi. Et donc, effectivement, ça crée, ça répond aussi, je pense, à une... On parlait de la surproduction, au fait qu'il y a beaucoup de propositions et beaucoup de propositions de qualité, beaucoup plus qu'il y a 30 ans, et qu'il faut les faire exister, ces propositions. Et puis, malgré tout, ça répond sans doute à cette question du remplissage. C'est-à-dire qu'il y a chez les directeurs, chez les tutelles aussi, le sentiment qu'un théâtre à moitié vide, c'est quand même l'expression d'un échec. Ce n'est pas toujours le cas. C'est évidemment qu'il y a 1000 histoires de chefs-d'œuvre qui viennent contredire cette idée-là.
des spectacles qui se sont joués devant très peu de public et puis qui tout d'un coup, grâce au bouche à oreille, grâce au temps qu'on leur accorde, se sont mis à remplir des stades. Comme au cinéma d'ailleurs. Oui, absolument. Donc effectivement, là, il y a comme ça cette idée d'être il y a une machine comme ça qui dévore les spectacles et c'est très dommage. Après, il y aurait un autre défaut qui serait de trouver le succès public un peu suspect, qui est un peu ce dont on souffre tous, c'est-à-dire quand effectivement, c'est vrai pour la critique, c'est vrai pour les professionnels, on a toujours comme ça un petit... quand le public se met debout au noir final et applaudit à tout rompre, on a toujours un effet de surprise. Il y a parfois effectivement des spectacles qui produisent cet effet-là sans qu'il ce soit le gage d'une qualité artistique. Mais je ne pense pas qu'il faille les juger sévèrement. C'est-à-dire que leur projet n'est pas nécessairement de répondre aux exigences artistiques qu'on peut se fixer comme objectif à atteindre. J'ai l'impression que vous parlez en fait d'un jeu d'équilibre Oui. entre il faut avoir beaucoup de propositions parce qu'on doit ça au public et en même temps il faut aussi qu'ils viennent et qu'ils prennent du plaisir. Absolument. Sachant qu'on peut prendre du plaisir dans la culture aussi. Hein. Absolument. Et que l'expérience théâtrale reste une expérience presque fantastique. C'est d'ailleurs pour ça que dans la mesure où on vit, c'est pour ça que je monte ces spectacles, mais dans la mesure où parfois on a des espèces de moments comme ça, d'épiphanie devant des propositions qui ne sont pas forcément les propositions les plus accessibles, justement. Le théâtre agit très mystérieusement. Et il y a des très grands metteurs en scène qui avaient des propositions, comment dire, très dilatées dans le temps. Enfin, je pense, je ne vais pas citer de nom, mais on les connaît. Et qui produisaient. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, effectivement, il y a un metteur en scène qui a marqué comme ça les gens de ma génération, qui était Claude Régis, qui produisait des formes qui avaient travaillé sur une forme d'étirement, comme ça, du temps, dans des espaces magnifiques, qui tentait, on va dire, d'approcher ce que le cinéma peut proposer comme forme contemplative, à ceci près qu'effectivement, le regard du spectateur, la contemplation au théâtre, c'est complexe. C'est pour ça que je me sers de caméra, c'est que ça me permet de créer du gros plan et de m'attarder sur des détails. Mais en revanche, ce que je veux dire, c'est que Claude Régis a fini par devenir un metteur en scène culte, mais il a fallu quand même un certain temps pour que cette forme-là singulière trouve sa reconnaissance. Mais ça pouvait produire, chez moi ça a été le cas, pas tous les spectacles d'ailleurs, hein, mais des moments d'épiphanie totale où effectivement ça n'était pas nécessairement ni une situation, un texte qui me touchait, ni une image. Voilà, c'était un effet de surprise toujours, et assez mystérieux. Oui, c'est immaîtrisable. En fait. Oui, ça, je trouve ça assez beau de se dire qu'on a cette chance-là. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que pour le public, vous auriez des recommandations de quelque chose à lire, quelque chose à écouter, quelque chose à aller regarder, des spectacles qui vous ont touché, des lectures qui vous ont remué un peu, ou des musiques? Parce que je sais que vous êtes très sensible à ça. Hein. Ah. La musique, la musique, ouais. Oui, j'écoute beaucoup de musique, mais je suis pas très. Je réfléchis sur ces jours-ci, quoi. Qu'est-ce qui me. Là, je viens de lire c'est pour ça que je pense à ça, mais c'est le dernier texte que j'ai lu. J'ai lu une nouvelle très touchante, très courte. Alors pour le coup, ça peut se lire vite, de Curzio Malaparte, qui s'appelle Le compagnon de voyage ou Le compagnon de route. Qui est un récit bref d'un soldat après la Seconde Guerre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui va transporter le corps de son capitaine dans une boîte de fortune pour le ramener à Naples depuis la Calabre. Et il fait plusieurs rencontres, etc. Et comme toujours chez Malaparte, c'est à la fois c'est assez traumatisant et assez bouleversant, les récits que fait de la guerre Malaparte. Merci beaucoup, Marc Lenné. Merci à vous.